Bon ben, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être venus ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler comme l'a dit Laurent il y a quelques minutes, d'un événement astronomique qui est très particulier, qui est arrivé l'année dernière, il y a tout juste un an. Une chute de météorites en France, un événement extrêmement rare. Alors ce soir, je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises parce que la conférence est enregistrée. J'ai un micro sur moi, donc on va pouvoir bientôt se repasser la conférence. Donc, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 12 au 13 février 2023. Donc, de la découverte d'un astéroïde, un petit astéroïde près de la Terre, sur une trajectoire de collision avec la Terre, jusqu'à sa chute dans l'atmosphère qui a formé un magnifique phénomène lumineux qu'on appelle un bolide. Et ensuite, il y avait de grands espoirs de retrouver des météorites au sol. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a eu des météorites qui ont été trouvées au sol. Donc je vais vous raconter tout ça parce que, comme l'a dit Laurent en introduction de la conférence, Saint-Quentin Astronomie est un petit peu impliqué dans ces histoires de recherche de météorites en France. Donc c'est un peu pour vous expliquer le principe d'une chute de météorites, de la recherche sur le terrain et de ce qu'on peut en apprendre. C'est une aventure scientifique merveilleuse. Alors, tout a commencé le 12 février 2023 à 20h18 UTC, donc 21h18 heure de Paris. Je vais beaucoup parler ce soir en heure UTC, donc l'heure universelle, l'heure légale française, en hiver, en heure d'hiver. Il faut rajouter une heure. Et dans la nuit de samedi à dimanche, n'oubliez pas de changer d'heure. Finalement, ça tombe bien qu'on parle de ces changements d'heure puisque c'est bientôt le passage à l'heure d'été. Donc que s'est-il passé ce 12 février 2023 à 20h18 UTC? Donc pendant que tout le monde en France était devant sa télé à regarder le film du dimanche soir, et en Hongrie, il y a un astronome amateur et enseignant. Souvent les deux font la paire. Donc je ne parle pas très bien le hongrois, mais cet astronome amateur s'appelle Christian Czarnecki. Donc, à l'observatoire de Konkoly, donc un peu au nord de Budapest, sur des images, a découvert l'astéroïde 2023 CX1, ou son autre nom SAR 2667. Donc, tout petit point parmi les étoiles qui se déplaçait assez rapidement, un déplacement apparent rapide de 14 secondes d'arc par seconde. Tout le monde sait ce qu'est une seconde d'arc? Peut-être faire un rappel, mais c'est pas inutile. Donc, dans le ciel, on mesure le diamètre apparent des astres. Donc, on a les degrés, on a les minutes, on a les secondes. Alors, pour se donner un ordre d'idée, le diamètre apparent de la Lune ou du Soleil, c'est 30 minutes d'arc. C'est un demi-degré. Donc, 14 secondes d'arc, enfin une seconde, c'est 1/60e de minute. Donc, 14 secondes d'arc, c'est à peu près un quart de minute. Donc ce petit point qui se déplace entre guillemets assez rapidement parmi les étoiles, Czarnecki le reconnaît immédiatement comme un NEO, un Near Earth Object, un objet près de la Terre. C'est a priori trop rapide pour correspondre à un satellite. Il n'y avait pas vraiment de satellite à cet endroit du ciel. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est un caillou qui vient de l'espace, donc un astéroïde, un petit astéroïde. Petit astéroïde qu'on appelle un météoride. Et donc, il était près de la Terre puisqu'il n'était qu'à une distance de 233 000 km, donc 0,61 LD. Alors, c'est une unité de mesure utilisée en astronomie. Le LD, c'est lunar distance, la distance lunaire. On a plusieurs unités de mesure en astronomie. La plus connue, c'est l'année-lumière, donc la distance que parcourt la lumière en une année, qui représente, en arrondissant, 10 000 milliards de kilomètres. On a aussi l'unité astronomique, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Et la troisième distance qu'on utilise en astronomie, c'est la distance lunaire, donc lunar distance, à peu près 380 000 kilomètres. Donc cet astéroïde est à peu près aux 2/3 de la distance entre la Terre et la Lune, avec une magnitude apparente de 19,4. Donc la magnitude apparente, c'est sa luminosité. Alors 19,4, c'est extrêmement faible. C'est à la limite de détection
de l'observatoire de Concolly. Il faut vraiment un gros télescope pour détecter des objets de magnitude 19. D'ailleurs, ça se voit très bien sur l'image. L'astéroïde en question, c'est le petit point qui se balade. On voit des étoiles, mais là, il y a un tout petit point qui se balade. Donc, il faut vraiment avoir l'œil pour savoir, pour voir qu'il y a quelque chose qui se déplace parmi ces étoiles. Donc, en faisant un rapide calcul en règle de 3, connaissant le déplacement apparent de ce point, connaissant a priori la distance, après on l'a su après coup, avec une simple image on ne peut pas déterminer la distance, mais en tout cas on sait qu'au moment de sa découverte à 20h18 UTC, l'astéroïde n'était qu'à 233 000 km de la Terre. Donc connaissant son déplacement apparent, ça nous donnait une vitesse de l'astéroïde de 9 km par seconde. Donc un peu plus rapide que la Station spatiale internationale. Donc Christian Czarneski, ayant repéré ce point, continue les observations. Et environ une demi-heure plus tard, à 20h49 UTC, donc 21h49 heure de Paris, Czarneski se rend compte que l'astéroïde en question est en trajectoire de collision avec la Terre, puisqu'il se rapproche, et il se rapproche même sur une trajectoire qui va l'amener, quelques heures plus tard, à percuter la Terre. Donc aussitôt, merci Internet, il reporte sa découverte au Minor Planet Center, donc c'est l'organisme international qui gère les coordonnées des astéroïdes et des comètes. Tout de suite, Czarneski, en reportant sa découverte, appelle à un suivi supplémentaire par d'autres observatoires dans le monde pour préciser la trajectoire. Parce que, d'après ses calculs, l'astéroïde va rentrer en collision avec la Terre, mais bon, il y a quelques incertitudes. Où est-ce qu'il va rentrer en collision? C'était pas vraiment certain. Donc, il demande à d'autres observateurs d'observer l'astéroïde pour préciser cette trajectoire de collision. Donc, à 21h03, on voit que l'appel est très rapide. À 20h49 UTC, appel aux astronomes du monde entier. 21h03 UTC, donc 22h03, donc même pas un quart d'heure plus tard, c'est très rapide. L'observatoire de Višnjan, je suppose que ça se prononce comme ça, donc c'est en Croatie, commence à observer l'astéroïde. Donc grâce à sa luminosité, quelques recoupements, les astronomes déduisent que l'astéroïde en question mesure environ 1 mètre. Donc c'est un très petit objet, 1 mètre, c'est la hauteur de la table qui est ici. Donc vraiment, un objet de 1 mètre seulement détecté à plus de 200 000 km de la Terre, il faut vraiment avoir l'œil pour le détecter. Et avec une masse d'environ 1 tonne. Donc c'est un bon gros caillou. Et surtout, l'observatoire de Višnjan confirme que 2023 CX1 ou SAR 2667, il avait 2 noms, va entrer effectivement en collision avec la Terre. Donc un événement astronomique très rare puisque la date de cette découverte, c'était le 7e astéroïde seulement découvert avant son impact sur Terre. Et ça depuis 2008. Depuis 2008 seulement qu'on réussit à détecter des petits astéroïdes juste avant leur collision avec la Terre. Donc le premier, ça a été historique, c'était en 2008, avec l'astéroïde 2008 TC3 qui mesurait 4 mètres de diamètre pour une masse de 80 tonnes, qui a été découvert le 6 octobre 2008 à 6h39 UTC, avec un impact sur Terre le 7 octobre à 2h46 UTC, donc moins de 24 heures plus tard, donc il fallait vraiment s'organiser très vite pour les observations. Et cet astéroïde est tombé au-dessus du nord du Soudan, donc quasiment la frontière avec l'Égypte. Et quelques mois plus tard, on a réussi, certains scientifiques ont réussi à découvrir sur le terrain des météorites, donc on appelle les météorites d'Alma-Ata Sita. Donc la masse totale des météorites trouvées au sol, 10,5 kg de météorites, trouvées à partir du 6 décembre au milieu du désert, donc idéal, un terrain de chasse idéal pour les météorites. Regardez les météorites, les pierres noires qui sont ici brûlées sur du sable très clair, très facile à voir de loin. Et la personne qui est ici, on va en reparler plus tard, c'est Peter Jenniskens, donc un physicien américain qui travaille justement sur les chutes de météorites. Donc il parcourt le monde à la recherche de météorites. Donc en 2008, première historique, on découvre un astéroïde juste avant sa chute sur Terre et
quelques semaines plus tard, on recueille des échantillons. Merveilleux pour la science. Ensuite, pour le deuxième astéroïde qui tombe sur Terre juste après sa découverte, il faut attendre quelques années, 2014, donc il y a 10 ans, avec 2014 AA, donc un astéroïde de 3 mètres de diamètre environ, pour une masse d'environ 40 tonnes, qui a été découvert le 1er janvier 2014 et qui est tombé sur Terre le 2 janvier, donc le lendemain, à 2h33, à plus ou moins 65 minutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui ont réussi à l'imager, puisqu'en fait, il est retombé au-dessus de l'Atlantique central, donc au beau milieu de l'océan Atlantique. Donc, bon, voilà, 6 météorites il y a eu, mais elles sont définitivement perdues. Elles sont au fond de l'Atlantique, donc à 5000 mètres de profondeur. Ce n'est pas un endroit idéal pour aller chercher des météorites. Troisième astéroïde découvert juste avant son impact sur Terre en 2018, donc 2018 LA, qui avait un diamètre de 3 à 4 mètres et une masse de 25 à 35 tonnes, qui a été découvert le 2 juin 2014 à 8h22 et impacte le même jour, donc seulement 8 heures plus tard à 16h44, et est tombé à la frontière entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Et des météorites ont été découvertes au sol, mais pas immédiatement. La chute a eu lieu le 2 juin, mais les premières météorites n'ont été trouvées au sol que le 23 juin. C'est tombé sur la terre ferme, mais ce n'est pas un endroit idéal, c'est en pleine savane arbustive. Les chasseurs de météorites ont dû affronter les lions, ont dû affronter les éléphants. C'était vraiment une zone sauvage. Et l'année d'après, en 2019, quatrième astéroïde découvert juste avant sa chute sur Terre avec 2019 MO, avec un diamètre de 3 mètres, découvert le 22 juin 2019, et il est retombé quelques heures plus tard à 21h25 au sud de Porto Rico. Donc là, il est tombé en pleine mer des Caraïbes. Donc il y a dû y avoir des météorites, mais qui sont tombés dans la mer, donc perdus. Ensuite, le cinquième, 2022 EB5, avec un diamètre de 2 mètres seulement, découvert le 11 mars 2022 par justement Christian Czarnecki. Donc, avec 2023 CX1, il en était à sa deuxième découverte d'un astéroïde juste avant sa chute sur Terre. Donc, cet astéroïde est tombé le même jour à 21h22 UTC au-dessus de l'Arctique. Donc, vraiment en plein océan, dans l'Atlantique Nord, au large de l'île Jan Mayen. Donc, les météorites sont perdues. Sont tombés au fond de l'océan. 70% de la surface terrestre, malheureusement, c'est de l'océan. Donc, pour recueillir des météorites, c'est foutu. Et dernière découverte en date avant le 13 février 2023, avec 2022 WJ1. Donc, 2022 était une bonne année pour les découvertes. Il y en a 2 astéroïdes découverts juste avant leur chute sur Terre. Donc, avec un diamètre d'environ 1 mètre seulement. Donc, on voit que plus les années passent, plus les découvertes s'enchaînent. 2018, 2014, enfin 2008, pardon, 2014, 2018, 2019, donc déjà 2 années de suite. Et ensuite 2022, 2 astéroïdes découverts, suivis quelques mois plus tard de 2023, en février. Donc le dernier astéroïde en date, juste avant la chute de l'astéroïde qui nous intéresse ce soir. Donc découvert le 19 novembre 2022, à 4h53 UTC, impact le même jour à 8h27, donc seulement 4 heures plus tard, même pas 4 heures plus tard, dans le sud de l'Ontario. Donc il est tombé sur la terre ferme, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de météorite. Donc on pense que l'astéroïde a vraiment dû se désintégrer juste avant sa chute au sol. Bon, et revenons à notre fameux 7e astéroïde découvert juste avant son impact sur Terre, donc 2023 CX1. Donc les premiers calculs, les premiers recoupements des observatoires montraient qu'il devait tomber le 13 février 2023 vers 2h59 UTC. Donc heure française, ça nous donne, si vous avez bien suivi, n'ayez pas peur de répondre. 1 heure de plus, voilà, c'est ça, donc vers 3h59 du matin. Donc l'impact était prévu au-dessus de la Manche. Donc normalement, si les calculs étaient justes, il devait tomber en pleine mer, dans la Manche, alors quasiment à nous narguer, puisqu'il devait tomber à 4 km seulement des côtes françaises. Donc sur le coup, superbe découverte, mais on allait manquer de très très peu les météorites. Mince. Bon, ça n'a pas empêché, des agences internationales de lancer des alertes,
puisque des messages d'alerte ont été justement publiés pour les astronomes du monde entier, et en particulier les astronomes européens qui étaient très bien situés pour voir la chute de la météorite. Mais seulement ces alertes ont été diffusées à une heure très tardive. Par exemple, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, a diffusé son message d'alerte à 23h42 HL, donc 23h42 heure de Paris. Et pareil, l'IMO, l'IMO International Meteor Organization, donc c'est un organisme international qui s'occupe justement des chutes, des bolides, donc des étoiles filantes très brillantes, dans le même temps publie son message d'alerte à 23h44, 12 février 2023, 23h44. Donc, à l'heure où elle s'était envoyée en France, beaucoup de monde dormait. Et c'est pour ça que normalement, en tant qu'adhérent de Saint-Quentin Astronomie, on a une liste mail pour être tenu au courant de tous les événements astronomiques particuliers qui vont avoir lieu. La semaine dernière, j'ai lancé une alerte à aurore boréale. Bon, malheureusement, l'aurore boréale est arrivée quelques heures trop tôt, mais normalement, on aurait pu voir quelque chose. En tout cas, la liste mail marche, elle fonctionne. Je sais qu'il y a quelques années, Laurent a pu imager une nova le soir même du mail. Oui. Bon, autant dire que avec un message aussi tardif, 23h42, sachant que le lendemain, je me réveille à 5h pour aller au travail, j'ai pas vu du tout l'information circuler. Et même si j'avais vu l'information circuler, je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait lu les mails à minuit pour un événement qui devait se produire 4 heures plus tard. C'est un peu court pour s'organiser, puisque le bolide était visible depuis Saint-Quentin. Donc en plus, il faisait beau. Chose rare de nos jours. Mais en tout cas, voilà. J'ai pas envoyé de message, donc excusez-moi, mais non seulement j'ai pas vu passer l'information, et puis ça aurait été très court pour lancer une alerte. En tout cas, on s'attendait à un bolide très brillant qui était attendu à 500 km à la ronde du point d'impact. Puisque ça se passe en altitude, les étoiles filantes se produisent entre 100 et 80 km d'altitude, voire un peu moins pour les gros bolides, mais en tout cas, quand on voit une étoile filante, c'est à 100 km d'altitude, donc une étoile filante est visible à 500 km à la ronde. Donc, même si le bolide était prévu au milieu de la Manche, le spectacle était assuré pour l'Angleterre, pour la France, enfin la moitié nord de la France, en tout cas la Belgique, etc. Donc, mais une fois l'alerte lancée, les minutes passent et les observations continuent, puisque il reste encore quelques heures avant la chute finale sur Terre. Donc vers 2h50 UTC, donc 3h50 heure de Paris, donc SAR 2667 atteint la magnitude 13, donc une luminosité accessible avec de simples télescopes amateurs, avant d'entrer dans l'ombre de la Terre. Il est observé une dernière fois par Joost Jan, donc un astronome sûrement d'origine hollandaise, à 2h52 minutes et 7 secondes UTC, donc 3h52, 7 minutes seulement avant l'impact, depuis le Satino Remote Observatory en Haute-Provence. Désolé pour mon accent anglais. Donc, et là, comme il s'était rapproché de la Terre, non seulement son déplacement apparent était beaucoup plus rapide, il se déplaçait à une vitesse apparente de 1,7 degrés par seconde. C'était plus des minutes, c'était plus des secondes, c'était carrément des degrés par seconde. Donc, c'était un peu plus de 3 fois le diamètre apparent de la Lune par seconde. Donc, c'est dire s'il filait. Et il n'était plus qu'à une distance de 11 100 km du centre de la Terre. Et là, comme on est vraiment très proche de la Terre, non seulement il y a le centre de la Terre qui compte, mais il y a aussi le diamètre, le rayon de la Terre. Donc, il n'était plus qu'à une altitude de la surface de la Terre de 4700 km. Donc, en quelques heures de temps, en moins de 7 heures, il était à 233 000 km et là, il n'était plus qu'à 4700 km. Il a filé. Donc, au total, 20 observateurs ont pu suivre l'astéroïde pendant un peu plus de 6 heures, avec plus de 300 mesures de position astrométrique. Donc là, on a un joli montage. Parmi les étoiles, l'astéroïde, ici, elle était commencée à être observée à une altitude de 116 686 km. Puis au fur et à mesure qu'il se rapproche, on voit que ça s'accélère jusqu'à une altitude de 56 000 avant que l'observateur en question le perde de vue.
Et donc à 2h59 minutes et 21 secondes UTC, donc 3h59 minutes heure légale française, pendant que tout le monde dormait peinard dans son lit. Donc 2023 CX1 entre dans l'atmosphère avec une vitesse de 14,5 km par seconde. Donc il a gagné de la vitesse en s'approchant de la Terre, ce qui est normal. Hein. Il s'approche d'une grosse masse, donc il est attiré de plus en plus. Avec une inclinaison de 40 à 50 degrés par rapport à la verticale en direction de l'Est. Et voilà ce qu'on aurait pu voir si j'avais lancé l'alerte. Joli. Bon, la vidéo est un peu ralentie. Hein. Et le gros point lumineux qui est ici, hein, c'est le dernier quartier de lune. Donc comme on pouvait s'y attendre et comme il faisait très beau cette nuit-là, il y a quand même eu beaucoup de témoins, puisque des dizaines de témoins ont réussi à voir le bolide, ne serait-ce qu'en France. Hein, tous les petits personnages qu'on voit ici, c'est l'emplacement des témoins. Donc il y a même des témoins jusqu'en Alsace. Hein. Ça s'est produit là, mais 500 km à la ronde, donc on y est. Hein. Au Royaume-Uni, hein, la moitié sud du Royaume-Uni, zone de visibilité. En Belgique, on a des témoins. Aux Pays-Bas et même jusqu'en Allemagne. Hein. Donc vraiment, la zone de chute du bolide a été bien cernée. Et comme c'était un bolide pour une fois prévisible, hein, parce que d'habitude, les étoiles filantes, c'est entre guillemets quelque chose d'imprévisible. On ne peut pas dire, tiens, à telle heure, tel jour, il va y avoir une étoile filante, il va y avoir un bolide, mais voilà, il était prévisible. Et ça a permis de faire de magnifiques photos, puisque il y a quand même des observateurs qui ont réussi à voir l'alerte, hein, ceux qui travaillent de nuit, ceux qui surveillent leurs ordinateurs la nuit, ils ont réussi à capter le message. Donc par exemple, Jocelyn Desmars, donc un astronome de l'Observatoire de Paris, hein, depuis son bureau, voilà, magnifique image hein, avec les tours de la Défense, hein. Superbe. Une des plus belles images, je trouve, de ce bolide, hein, prise depuis Le Mans par David Le Gagneux, hein, magnifique. Hein, en plus, on voit tout le tracé, on voit les étoiles et tout. C'est superbe hein, quand même. Superbe cadrage. Hein. Une photo prise à Garches, hein, dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Hein, magnifique depuis un parc. Hein, on voit le bolide très lumineux. Hein. Ah, superbe. Hein. Là, on va quitter la France, on va aller aux Pays-Bas, près de Maastricht, à Boxtel. Une des plus belles photos aussi. Hein, superbe. En plus, comme c'est proche de l'horizon, à la fin, on voit un peu de brume sur l'horizon. Enfin, le cadre est superbe. Donc seulement, il y a des photos, mais aussi quelques vidéos. Hein. Donc là, c'est Thomas Petit de Rouen. Donc, c'est même pas un astronome amateur, c'est quelqu'un, un simple quidam, qui a réussi à lire l'information sur Internet, donc qui est sorti de chez lui. Et voilà ce qu'il a filmé. Wow. Voilà. Ça montre bien la durée du phénomène. Et puis le WOA, hein, c'est très parlant. Hein, quand on voit une belle étoile filante comme ça, on ne peut pas s'empêcher de dire « Waouh !» Et donc, grâce à toutes ces observations, ces photos, ces vidéos, on a réussi à faire quelques calculs préliminaires. Donc, on sait que lors de sa traversée de l'atmosphère, 2023 CX1 a commencé à s'enflammer à 89 km d'altitude. Et il a commencé à se fragmenter à 29 km d'altitude, se brisant complètement à 28 km. On le sait puisqu'il y a eu un flash très brillant, donc une vaporisation rapide des fragments. Donc, ça se voit très bien sur les photos et vidéos. On voit que sur la fin de la trajectoire, il y a une espèce de grosse boule assez épaisse. Donc c'est là que le bolide s'est fragmenté le plus. Et donc cette fragmentation, c'est une grosse explosion dans les airs, et ce qui a produit une onde de choc qui a été détectée par des sismographes français, même quelques sismographes du sud de l'Angleterre. Donc tous les sismographes qui ont réussi à enregistrer l'onde de choc sont sur la carte. Et c'est en préparant la conférence que j'ai découvert qu'on avait un sismographe dans l'Aisne, à Barisy-au-Bois. Donc Barisy-au-Bois, le nom du village doit parler à tous les habitants de Chauny. C'est un petit village juste à côté de Chauny. Et donc le bolide à 20 km d'altitude seulement, hein, on est très proche du sol, hein,
l'atmosphère est épaisse d'une centaine de kilomètres et le bolide a réussi à arriver jusqu'à 20 km d'altitude seulement. Et à 20 km d'altitude, le bolide s'est éteint. Et dans le milieu de ceux qui étudient les bolides, c'est un peu notre cauchemar. Une fois que le bolide s'éteint, il n'est pas forcément complètement désintégré, mais les fragments, on ne les voit plus et vont continuer à chuter au sol, mais sans qu'on soit visible. Donc c'est ce qu'on appelle le vol noir, le dark flight. Et là, tout va dépendre de la météo, tout va dépendre du vent, tout va dépendre de la densité de l'atmosphère. Donc c'est pas une trajectoire tout à fait balistique pour les chutes de météorites au sol. Ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est notre cauchemar dans les calculs de chute de météorites au sol. Donc petit rappel, je vais faire un petit rappel, c'est jamais inutile. Je vais casser une idée reçue, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les météorites ne tombent jamais en flammes au sol. Dans tous les films catastrophes, quand on a des grosses météorites qui vont frapper la Terre, on voit c'est toujours des vidéos très spectaculaires. Il y a du feu partout, puis quand ça arrive au sol, il y a des flammes, il y a des explosions, il y a Bruce Willis qui vient nous sauver. Bon, c'est du cinéma. En fait, le principe d'une chute de météorite, c'est que un petit astéroïde qu'on appelle météoride va entrer en collision avec la Terre, donc il se rapproche de plus en plus vite. Donc il était soumis au vide spatial et d'un seul coup, en quelques secondes, il va percuter la haute atmosphère de la Terre, même si la haute atmosphère, la densité est très faible pour nous, par rapport au vide de l'espace, c'est quasiment un mur. Donc ce météorite, comme il rentre dans un milieu de plus en plus dense, il va être de plus en plus freiné. Il va passer en quelques secondes de la vitesse de 14,5 km par seconde pour l'astéroïde qui nous intéresse à une vitesse de quasiment de 0 km/h en quelques secondes. Donc c'est dire le freinage. Donc ça produit beaucoup d'énergie cinétique, ça chauffe le météoride et ça chauffe aussi l'atmosphère qui est ionisée. Donc quand on voit une étoile filante, c'est pas le grain de poussière d'une comète qui s'enflamme dans l'atmosphère. En fait, c'est l'atmosphère qui s'enflamme, puisque c'est porté une température de 1500 degrés environ. Donc, tout autour du passage du météorite, ça crée comme un plasma lumineux. Donc, en quelques secondes, ce météorite va freiner. Donc, dans ce qui nous intéresse pour 2023, c'est X1. Donc, il s'est éteint à 20 km d'altitude. Ça veut dire qu'il y a eu un freinage très important après la fragmentation, vitesse nulle, et ensuite chute au sol, donc chute à la vitesse de chute d'un corps par la gravité. Donc il va chuter au sol à une vitesse d'environ 200-300 km/h, puisqu'il était à une altitude de 20 km. Mais surtout, les fragments les plus légers vont être portés par les vents d'altitude, qui peuvent être beaucoup plus différents que par rapport au vent au sol. Des fois, on n'a pas de vent au sol, mais à 20 km d'altitude, ça souffle, et pas forcément dans la même direction qu'au sol, etc. Donc les fragments les plus gros vont un peu continuer sur leur route, mais pareil, ils vont être soumis au vent d'altitude, surtout s'ils sont puissants. Et donc, quand une météorite tombe au sol, il faut regarder à la verticale du point d'extinction du bolide et chercher dans la zone tout autour. Et les fragments d'une météorite se répartissent au sol dans une ellipse de chute. Les plus légers à la quasi-verticale du point d'extinction du bolide et les plus massifs poursuivent sur une chute à peu près balistique. Donc ça se disperse au sol dans ce qu'on appelle un champ de dispersion dans le milieu des chasseurs de météorites, ce qu'on appelle un strewn field. Là, je vais vous apprendre des termes en anglais ce soir. Vous allez tous repartir en ayant un bagage de chasseurs de météorites. Donc, un exemple, là c'est un champ de dispersion d'une météorite qui est tombée aux États-Unis. Ça se voit au numéro des autoroutes. Donc, le point d'extinction était ici, donc la trajectoire était nord-ouest-sud-est. Donc, les plus petits fragments, donc entre 0 et 2 kg, sont principalement ici. Et plus on va vers le sud-est, et plus les fragments sont gros. On a des points bleus, c'est 2 à 4 kg. Les points verts, c'est 4 à 6 kg. Et puis les plus gros, plus de 6 kg. Les points rouges sont vraiment à l'opposé des plus petits. Ça va comme principe? Bon, je pense que c'est suffisamment clair. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. C'est vraiment
C'est vraiment la base, hein. Donc, mais revenons à notre chute de météorite qui devait avoir lieu à 4 km des côtes françaises en pleine mer. Les premières vidéos, quand même, surtout prises depuis Fécamp, montraient que c'était pas tombé en pleine mer. Il y a une vidéo qui a été prise par un amateur à Fécamp, donc là où ça devait tomber, mais au large. On voit le bolide qui passe au-dessus du caméraman et qui va vers l'est, donc vers l'intérieur des terres. Très intéressant. Donc les premiers recoupements montrent que les météorites ne sont pas tombés en mer, mais heureusement pour nous, à l'intérieur des terres. Pour les chasseurs de météorites, là, ça commence à réveiller l'intérêt, puisque on passe d'un statut de météorite au fond de l'eau, donc qui est récupérable, à si ça tombe dans les terres, il y a sûrement moyen de récupérer quelque chose si quelque chose a survécu à la chute du bolide. Et justement, on avait de bons espoirs de trouver quelque chose. Pourquoi ? On sait que quand il y a un gros bolide très lumineux, on peut espérer avoir des météorites suivant certaines conditions. Donc déjà, il faut avoir un météore très lumineux, ce qu'on appelle un bolide. Mais malheureusement pour nous, les bolides ne donnent pas tous des météorites, hein. C'est vraiment seulement une petite fraction d'entre eux qui donnent des météorites au sol. Il faut qu'il y ait un rémanent de traînée, donc la traînée ionisée de l'atmosphère qui a été chauffée à blanc pendant quelques secondes, quelques minutes, on distingue encore la traînée, puis après ça s'efface. De temps en temps, ça se voit avec les belles étoiles filantes. Et surtout, le signe qu'il y a quelque chose, on va trouver quelque chose au sol, c'est des bruits de détonation qui peuvent être entendus par des gens au sol. Ensuite, il y a quelqu'un qui habite juste à côté d'un lieu de chute de météorite, mais c'est extrêmement rare, hein, puisque pour qu'une météorite tombe dans votre jardin, c'est une fois tous les 10 millions d'années, hein. Donc certains témoins quand même qui ont été très chanceux ont pu décrire des bruits de sifflement, de crépitement, et encore plus rare, si on est vraiment tout près du point d'impact d'une météorite, on peut entendre un bruit sourd de l'impact dans le sol. Bon, là, il n'y a pas eu de bruit de sifflement, de crépitement, pas de bruit de sourd de l'impact, mais il y a quelques personnes en Normandie qui ont justement signalé qu'ils avaient entendu des bruits de détonation. Quand on regarde la carte des témoins sur la page de l'IMO, ça c'est génial, on a accès à tous les témoignages. Donc je me suis amusé à chercher parmi tous les témoignages près de la zone de chute si on trouvait quelqu'un qui avait entendu. J'en ai trouvé un, donc Philippe M, qui habitait dans le village de Saint-Vaast-du-Val, donc c'est un petit village juste au sud de Dieppe. Donc qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur ? Donc pas vu le bolide, mais réveillé, demi-sommeil par le flash lumineux. J'ai alors ouvert la fenêtre et regardé dehors vers l'ouest, crainte d'une attaque de missiles russes. On voit que la guerre en Ukraine marque les esprits. Encore une conséquence fâcheuse de la guerre en Ukraine, hein, pour faire suite à ma conférence l'année dernière. Mais surtout, non. Il n'a pas vu le bolide, mais il a vu un flash lumineux. Donc, indirectement, il a été témoin du bolide, puisqu'il a quand même vu le flash lumineux. Mais surtout, très intéressant, puis léger grondement 1 minute après environ. Le ciel était très clair et étoilé. Très intéressant ça. On a le flash lumineux et on a un petit temps qui s'écoule entre le flash lumineux et le bruit de détonation. On peut en déduire la distance du flash. Comme quand on regarde l'orage, qu'on s'amuse à compter les secondes après l'éclair. Tiens, à combien de distance il est l'orage ? On compte toujours les secondes. Vous comptez 3 secondes pour 1 km à peu près à la vitesse du son. Là, sachant que le bruit de détonation est entendu 1 minute après, on peut en déduire que on a une chute vraisemblable de météorites à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Vaast-du-Val. Donc ça peut déjà donner une petite indication de là où on peut chercher des météorites au sol. Mais normalement en France, tout ça, ces méthodes de calcul de chute de météorites, c'est un peu du passé, puisqu'en France, la reconstitution de la trajectoire atmosphérique du bolide et la détermination de la zone de chute de météorites aurait dû être une formalité, puisque depuis 2013, l'Observatoire de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Université Paris-Sud et Aix-Marseille Université gèrent le réseau Fripon. Alors Fripon, c'est pas des caméras un peu coquines, hein. Les scientifiques ont toujours des acronymes un
un peu bizarre. Donc Fripon, c'est l'acronyme, c'est un réseau français mais avec un nom anglais. Donc c'est Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Donc réseau d'observation et de recouvrement des bolides interplanétaires. Donc le principe de Fripon, c'est assez simple. En France, on a 100 caméras fish eye, donc œil de poisson. Donc une caméra par département. Donc c'est des caméras qui filment à 180 degrés le ciel. Donc ils voient toute la voûte céleste au-dessus d'eux. Et ces caméras scrutent le ciel français. Donc un projet lancé en juillet 2013. Donc le projet Fripon est approuvé. En fin 2014, sélection des équipements nécessaires. À la mi-2015, livraison de toutes les caméras. Et à partir de 2016, début de l'installation des caméras. Donc à l'heure où je vous parle, le réseau Fripon, les 100 caméras sont installées. Ça a pris quelques années, mais tout est installé. Donc voici d'ailleurs une carte des caméras Fripon. On a même d'autres réseaux européens qui sont greffés. Donc chaque point, c'est une caméra. Donc je vous ai dit une caméra par département. Donc dans l'Aisne, on a une caméra. Et la caméra de l'Aisne a été installée le 10 juillet 2018 par Laurent Portois, qui est ici, notre président. Et cette caméra, elle est toute proche d'ici. Elle est à Saint-Quentin. Saint-Quentin peut s'enorgueillir d'avoir la caméra Fripon de l'Aisne sur le toit du lycée Condorcet. Et donc, si toutes les caméras sont actives et si toutes les caméras, ou même seulement quelques caméras, détectent un bolide, en quelques minutes, par recoupement informatique, on peut calculer la trajectoire des bolides très précisément et même faire des calculs scientifiques. Petit exemple. Donc, ce que je disais, en croisant les données des caméras, la reconstitution de la trajectoire des bolides est très rapide et très précise. Exemple avec le bolide, juste un exemple, il n'y a pas eu de chute de météorite ce soir-là, mais c'est juste pour expliquer le principe. Bolide du 13 octobre 2019. On sait que la trajectoire a commencé au-dessus de la Marne, qu'elle est faiblement inclinée par rapport à l'horizontale. Le bolide s'est éteint à la frontière franco-allemande, donc ça a survolé la Marne, la Meuse, le nord de la Moselle. On sait que le bolide s'est allumé à une altitude d'environ 90 km. Ensuite, au bout de 4 secondes seulement, il n'était plus qu'à 50 km d'altitude. Et après, on l'a perdu de vue à 45 km d'altitude, donc il s'est éteint. Bon, il s'est complètement désintégré à 45 km d'altitude, mais bon, ça nous donne déjà des données précises. On sait qu'il est allumé à 90 km, il s'éteint à 45 km. On peut même reconstituer la trajectoire d'origine de l'astéroïde en question. Donc là, c'est un petit schéma. Donc on a l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, de la Terre, de Mars, ici l'orbite de Jupiter, et l'orbite d'origine du météorite à l'origine du bolide, c'est la trajectoire en gris. Donc, trajectoire elliptique, pas comme les planètes qui sont à peu près circulaires. Donc cet astéroïde, au plus près du Soleil, il s'approchait quasiment de l'orbite de Mercure, et au plus loin, il était vraiment entre Mars et Jupiter, donc vraiment dans la ceinture d'astéroïdes. C'est vraiment un astéroïde qui provient de la ceinture d'astéroïdes, donc tout à fait normal. Ça va? C'est assez clair? Tant mieux. Donc depuis le lancement du réseau Fripon, malheureusement, aucune chute de météorites en France n'a eu lieu avant le 13 février 2023. Donc depuis 10 ans que le réseau Fripon est lancé, on a des détections de bolides, mais sans chute de météorites. Et quand je dis que les reconstitutions sont rapides, des fois on a un bolide lumineux qui a eu lieu, juste un exemple, 21h. À 22h30, 23h, on a l'article complet, on sait la trajectoire précise, donc ça va extrêmement vite. En faisant des calculs informatiques, en quelques minutes, même pas une heure, on a la trajectoire. Donc techniquement, la chute de météorites en Normandie, en une heure de temps, ça avait lieu à 4h du matin. À 5h du matin, normalement, on aurait dû avoir les premiers résultats. On a envoyé une équipe depuis Paris à 8h. On pouvait espérer déjà avoir les premières découvertes. C'est histoire de... On aurait battu un record de découverte juste après la chute. Mais problème, pour notre chute de météorites de février 2023, bon, là, le réseau Fripon s'en est pas vanté sur les réseaux. Le manque d'entretien des caméras, l'humidité,
donc buée intense sur les hublots de protection des caméras, et un mauvais calibrage du seuil de détection des caméras, donc saturation. Le bolide était tellement lumineux qu'il a saturé les caméras, un comble. Donc tout ça, ça a brouillé toutes les images de la chute de 2023 CX1. Alors, autant dire que les responsables du programme Fripon, là, c'est un mail envoyé juste après la découverte des premières météorites, mais il y a des phrases qui sont très parlantes. Hein. On a été très surbookés ces derniers temps. Comme vous l'avez sans doute constaté, les caméras Fripon ont eu des soucis de détection. Les pistes sont une buée intense sur les hublots et aussi des soucis de saturation très forte qui a perturbé l'algo de détection qui fait des soustractions d'images. Et la phrase qui me plaît le plus dans ce mail, c'est... surtout, ne le répétez pas, normalement c'est un mail assez confidentiel, je ne suis pas censé vous le montrer, enfin en tout cas. Pour être bref, on a passé 48 heures assez difficiles. En fait, quasiment tous les yeux du monde entier étaient tournés vers les responsables du réseau Fripon. C'était quasiment la première fois qu'on pouvait espérer trouver une météorite juste quelques heures après sa chute grâce à un programme informatique de surveillance du ciel. Et là, la seule image potable, c'est une caméra installée au planétarium de l'UDIV dans la Manche. Et on voit que sur l'image, hein, le bolide est ici, il y a quand même beaucoup de pixels, il y a des reflets. En fait, il y avait de la buée sur le hublot. Donc, les images sont quasiment inexploitables. Donc, un comble. Hein. Depuis 10 ans, le programme est lancé. On a des reconstitutions magnifiques de bolides sans chute de météorite. Et pour une fois qu'il y a une chute de météorite, en fait, le bolide était trop lumineux. Il a saturé les caméras. Donc... là, il a fallu se passer du programme Fripon pour détecter des météorites au sol. Et pourtant, lors d'une chute de météorites, il faut être très rapide. Il convient de les retrouver au plus vite, ces météorites, pour faire de la science. Pourquoi? Il faut préserver leurs propriétés physico-chimiques. Puisqu'une fois au sol, elles vont commencer à se dégrader avec l'atmosphère, l'humidité, etc. Justement, leur éviter de se dégrader à cause de l'humidité au sol, puisque très souvent dans les météorites, on a des traces de fer, même certaines météorites, ce sont des blocs de fer, et le fer au contact de l'humidité, ça rouille. Il faut aussi éviter les pilleurs, puisque les pilleurs savent calculer à peu près les chutes de météorites. Donc le problème, c'est que un simple marchand de météorites, il trouve une météorite, il la garde pour lui et puis il la revend. Et puis les musées, ils ne peuvent pas en profiter. Ou alors acheter les météorites à prix d'or, mais bon, les musées ne roulent pas sur l'or, malheureusement. Et là, la saison était idéale pour une chute de météorites en France. Hein. Chute en février, les champs ne sont pas labourés, l'herbe n'est pas très haute. Mais bon, en février, les labours commencent, donc il fallait absolument retrouver les météorites au sol avant les labours, puisque une fois que la Terre est retournée, difficile de retrouver un petit caillou dans tout ça. Donc là, c'est comme dans les films de Indiana Jones, hein, les météorites sont des trésors scientifiques, donc leur place est dans un musée, mais elles sont aussi des objets de convoitise de collectionneurs. On le verra plus tard. Il y a beaucoup de marchands de météorites, hein, puisque il y a des collectionneurs. Donc, qui dit collectionneur dit sous. Et donc, c'est un moyen comme un autre de gagner sa vie, hein, de vendre des météorites. Donc, sans donner de fripon, il a fallu recourir au pointage entre guillemets à l'ancienne. Donc, déterminer les azimuts, donc la direction par rapport au nord, les azimuts de début et de fin du bolide pour chaque lieu grâce à des repères précis, comme par exemple des bâtiments, des antennes, des étoiles, etc., avec priorité donnée au point d'extinction, puisque c'était à la verticale de ce point qu'il fallait commencer à chercher les météorites au sol. Eh bien, justement, ça, je sais faire ça, calculer des chutes de météorites. Le principe n'est pas très compliqué. Mais encore faut-il avoir une expérience d'astronome. Et c'est là que l'expérience d'astronome, elle parle, puisque, heureusement pour nous, on a des magnifiques photos de nuit, et sur ces photos de nuit, il y a des étoiles qui apparaissent. Et là, on peut faire du travail d'orfèvre. Là, sur la photo de Garches, à côté de Paris, il y a quelques étoiles qui apparaissent. Alors pour ceux qui connaissent bien le ciel, elles sont reconnaissables, ces étoiles. Donc l'étoile la plus brillante ici, c'est l'étoile Capella,
reconnaissable, puisque juste en dessous d'elle, il y a 3 étoiles là, qui forment un triangle allongé. Bah, c'est une partie de la constellation du Cocher. Ici, c'est une partie de la constellation de Persée. Donc on a une direction. On sait que c'est vers le nord-ouest. Et si on veut un azimut précis, on a un super logiciel gratuit, utilisable par tous, Stellarium. Hein, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à utiliser Stellarium, c'est absolument génial. On peut reconstituer le ciel du temps des Égyptiens, par exemple. Et bien là, on peut reconstituer le ciel pour un lieu donné à une heure donnée. Donc pour la chute de météorites, on peut faire du calcul précis. Donc, sachant que le bolide s'éteint ici, à la verticale juste à droite de ces étoiles, donc en faisant du recoupement, j'en ai déduit que l'azimut précis depuis Garches, 316,5 degrés. Retenez cette donnée, ça va nous servir juste après. Bon, on ne peut pas calculer une chute de météorite avec une simple photo. Il faut recouper avec d'autres photos. Donc on va s'éloigner un petit peu pour faire de la triangulation. On va aller au Mans. Donc, même principe, on tire un trait vertical, on regarde les étoiles qui sont là, mais on tire un trait vertical en faisant attention quand même au paysage, parce que les photos ne sont pas forcément droites. Là, la première photo, elle était bien, le trépied photo était bien droit, mais là, on voit que les bâtiments, ils sont un peu de travers. Donc là, c'est Le Mans, hein, c'est pas Pise. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Donc, il faut vraiment être parallèle avec les murs. Donc l'azimut final depuis Le Mans n'est pas de 8 degrés 43 minutes, qu'on pourrait s'attendre si la photo était droite, mais de 12 degrés. Vous allez voir, ces simples chiffres, il n'y a que 4 degrés de différence, mais ça fait toute la différence. On va le voir dans quelques minutes. Donc 12 degrés depuis Le Mans. OK. Eh bien, on va s'amuser sur Google Earth. Google Earth, super génial, pareil, gratuit, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser, on peut faire de superbes découvertes. Hein. On peut découvrir son voisin à une piscine, par exemple, vue du ciel. Bon, là, ça va nous servir à calculer une chute de météorite. Donc, on tire un trait avec la règle azimut sur Google Earth. Donc, 12 degrés, en projeté jusqu'en Normandie, ça nous donne un trait qui passe à côté de Rouen, qui remonte vers la mer et qui passe juste à côté du village de Fontaine-le-Dain, par exemple. Juste un exemple. On va croiser les données avec Garches, donc 316,5 degrés. Pouf! Les deux lignes se croisent ici, juste à côté de Fontaine-le-Dain. Donc, logiquement, si les calculs sont bons, et ils étaient bons, vous allez le voir, le point d'extinction du bolide, le bolide a dû s'éteindre dans cette zone-là. Donc, si météorite au sol il devait y avoir, il aurait fallu chercher les météorites dans ce coin-là. Bon, seulement 2 photos. On peut essayer de faire plus pour affiner les calculs. Autre photo, un village à côté du Mans, donc Étival-les-Le Mans. Donc on reconnaît sur cette photo, il y a quelques constellations, il y a Cassiopée, il y a Céphée. Hop, on tire un trait, azimut final de 15 degrés. C'est encore une donnée. Donc on a des photos au sud, on a des photos à l'est, on a des photos au nord, on a des vidéos au nord. Une autre donnée, donc une vidéo prise depuis la côte anglaise. Donc là, on est au nord du bolide. Donc voilà la vidéo. Hein, magnifique, hein, on voit le flash lumineux sur la fin du bolide. Donc on a la Lune ici, on a un phare ici. J'avais passé quelques heures à trouver l'emplacement exact de la caméra de surveillance sur la façade d'un immeuble. On sait que c'est vraiment à mi-distance entre la Lune et le phare. Donc sur une vue Google Earth, j'en avais déduit que l'azimut final depuis Eastbourne, c'était 161 degrés. Allez, on va retourner sur notre carte. Voilà, 161 degrés. Bon, ça ne se voit pas très bien, j'aurais pas dû mettre en violet, mais hop, on retombe presque sur le point de croisement des 2 premières droites. Bon, les 15 degrés depuis Étival, les Le Mans, 15 degrés, j'ai pas dû tenir compte vraiment de la... Enfin, ça devait être un peu de travers parce que là, je suis carrément à côté. Et là, je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention à la verticale des murs. Si je m'en étais tenu aux 8 degrés 43 minutes de la photo du Mans au départ, ma ligne aurait été ici. J'aurais dû chercher justement les météorites en mer. Mais non. Mais bon, on voit que toutes les lignes se croisent vraiment dans cette zone de Fontaine-le-Dain.
Bon, j'ai essayé une photo au nord-est, bien au nord-ouest, nord-est, pardon, depuis les Pays-Bas, donc la fameuse photo, la superbe photo. Bon, sur cette photo, il y a quelques étoiles qui apparaissent, hein, mais elles sont très faibles et il n'y en a pas beaucoup. Donc difficile de les identifier, hein, puisqu'en plus c'est des petites étoiles pas très lumineuses. Donc j'ai réussi à les identifier, mais après coup, après la découverte de la météorite. Donc là c'était foutu pour les calculs. Hein. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que les petits traits qu'on voit ici, c'est l'étoile 6 de l'hydre femelle, 12 de l'hydre femelle, et puis bon, des étoiles à peine visibles à l'œil nu. Bon, est-ce que mes calculs étaient bons par rapport à la réalité? Je me suis amusé parce que j'ai fait mes calculs indépendamment de l'équipe Fripon qui calculait elle-même de son côté pour voir si la méthode était bonne. Donc, le 15 février 2023, au matin, a été publié un article de presse sur France Bleu, ouais, c'est ça, article de France Bleu du 15 février. Donc, météorite tombée en Seine-Maritime, des scientifiques la recherchent et lancent un appel à témoins. Donc, dans cet article, la zone de chute potentielle est très large, entre Fontaine-le-Dain et Dieppe. Donc déjà, sur mes premiers calculs, j'étais pas trop mal. Fontaine-le-Dain, on voit que les recoupements sont proches de Fontaine-le-Dain. Plus probablement dans les communes suivantes. Tocqueville-en-Caux, donc Tocqueville-en-Caux c'est ici, Vénestanville, Brameteau, Autigny, Fontaine-le-Dain et Crasville-la-Roquefort. Mais l'équipe de Vigiciel n'exclut pas que des morceaux soient dans les communes alentours. Si je fais un petit comparatif avec mon petit triangle trouvé avec Le Mans, Garches et le sud de l'Angleterre, j'ai une différence de seulement 2 km par rapport au village visé. 2 km, j'étais franchement pas loin. Surtout que là, je n'ai pas tenu compte des vents d'altitude, parce que je ne les avais pas tout de suite sous la main. Mais Fripon les avait, les vents d'altitude, on les connaît grâce aux ballons sondes qui sont envoyés. Donc là, le calcul après coup, ça a tenu compte des vents d'altitude. Et on sait que justement, ces vents d'altitude étaient modérés. Donc il y a eu un pic à 12-13 km d'altitude, avec une vitesse d'environ 20 mètres par seconde. Et qui donc, à cette altitude, les vents soufflaient du sud, puisque là c'est la règle azimut, donc à 12 km d'altitude, 180 degrés d'azimut, c'est le sud. Bon, c'est pour le simple quidam qui connaît rien, c'est un peu obscur ces tableaux, mais pour ceux qui s'y connaissent en météo, ça, on en déduit des choses. Hein. On a la pression de l'air, la température de l'air, ça peut jouer aussi. Donc c'est des calculs assez savants, hein. Je ne vous détaille pas toutes les règles à calcul, mais ça donne déjà vraiment un ordre d'idée assez précis. Il y a quelques années, on ne pouvait pas encore faire ça, on n'avait pas toutes ces données météorologiques. Donc on en déduit qu'à partir de 12 à 13 km d'altitude, les petits débris de météorites, si petits débris de météorites il y a, parce qu'on ne savait pas vraiment si quelque chose était tombé au sol, la théorie disait que ces débris ont été poussés vers le nord puisque le vent soufflait du sud du point d'extinction. Donc j'ai trouvé un site américain, donc stronify.com, qui calcule justement ces zones de chute. C'est grâce à cette chute que j'ai découvert ce site. Donc en fait mes calculs étaient bons puisque ce site a calculé que la trajectoire du bolide était ainsi. Donc on est à 200-300 mètres du point d'extinction que j'avais calculé. Donc j'étais content de mes calculs, hein, de simples recoupements sur des photos. Donc avec les vents qui poussent les débris vers le nord ou le nord-est. Puisqu'il y avait aussi un petit vent de sud-ouest. Donc avec les gros débris qui devaient être juste du côté de Fontaine-le-Dain et puis des petits débris à Angien, etc. Bon, tout ça c'est de la théorie. Encore fallait-il le prouver. Et heureusement, Vigiciel, donc le programme de recherche de météorites au sol qui dépend de Fripon, a envoyé une équipe sur le terrain le 15 février au matin pour une première équipe Fripon Vigiciel s'est rendue sur zone pour plusieurs choses. Informer les habitants du coin de leur démarche et savoir si par hasard des gens n'auraient pas trouvé des cailloux un peu bizarres dans leur jardin. Et très important, demande d'autorisation d'accès au terrain, puisque même si ça tombe dans des champs, les champs appartiennent à quelqu'un, ça appartient à un agriculteur. On ne va pas, normalement, la loi interdit d'aller fouiller dans n'importe quel terrain. Il faut vraiment l'autorisation du propriétaire pour espérer explorer.
Donc là, Vigiciel étant un programme officiel, hein, c'est quand même le muséum de Paris, donc ils ont fait ça dans les règles, et ça c'est super bien, parce que les chasseurs de météorites, il y en a, je vais parler un peu vulgairement, ils s'emmerdent pas, hein. Ils vont sur le terrain, ils ramassent les morceaux, et puis ils s'en vont. Donc là, là c'est fait de manière officielle. Donc rencontre avec les maires des communes, donc déjà pour informer de la démarche, pour connaître l'identité des propriétaires des champs, hein, puisque c'est en mairie qu'on peut savoir ces informations. L'équipe n'a pas chômé, puisque dans la même journée, ils ont repéré les terrains favorables à la recherche de météorites. Bon, là, on voit que c'est du terrain tout plat, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de végétation, donc c'est quasiment un terrain idéal pour chercher des petites pierres, hein. Et ils ont même eu le temps de faire des premières recherches sur le terrain. Journée bien chargée. Et ça leur a souri, puisqu'à 16h47, heure de Paris, heure légale, donc cette jeune femme, donc Loïs Leblanc-Rapp, une étudiante en école d'art de 18 ans, qui n'est même pas astronome amateur, et c'est ça qui est merveilleux, son père est médiateur en astronomie, mais elle, c'est une simple étudiante en école d'art, qui n'y connaît rien en astronomie, qui accompagnait son père à la recherche de météorites, et c'est elle qui a eu la chance de faire une première trouvaille dans un champ de la commune de Saint-Pierre-le-Viger, donc juste à côté de Fontaine-le-Dain. Donc et la météorite, sur la photo, elle est ici, vous la voyez? Le petit caillou noir là au milieu du champ. Donc pas très gros, hein. Et donc la découverte a donc eu lieu presque 61 heures après la chute. Donc pour garder des données scientifiques valables, on était encore dans les bons délais, hein. 61 heures, c'est un peu plus de 2 jours, mais en 61 heures, la météorite n'a pas eu le temps de rouiller, n'a pas eu le temps de se dégrader, elle n'a pas eu le temps d'avoir quelqu'un qui passe un aimant dessus pour brouiller toutes les propriétés physico-chimiques. Là, surtout, hein, si vous découvrez une météorite au sol, ne passez pas un aimant tout de suite sur elle, ça va brouiller toutes les données à l'intérieur. Il y a certaines données très précises. Et si on passe un aimant, ça va fausser tout le magnétisme qu'il y a dans la météorite. Donc, première météorite découverte avec un poids de 98 grammes, donc, qui tient vraiment dans la paume de la main. Et donc, une première mesure faite sur place montre qu'il y a dans cette petite pierre environ 16% de fer, du silicium, du titane et des oxydes de calcium. C'est la composition chimique typique d'une météorite. Donc là, l'aspect d'une météorite, en plus une pierre qui n'a rien à voir avec les pierres locales, une composition proche des météorites classiques, il y avait vraiment tout lieu de penser que c'était une météorite. Et donc, voilà, cette photo est circulée partout. C'est une photo historique, hein. Donc, participants sur le terrain lors de la découverte, donc, nous avons ici Sylvain Boulet qui a coordonné l'équipe Vigiciel, François Collat de l'Observatoire de Paris, que Laurent et moi on connaît, hein, puisqu'il est déjà venu à Saint-Quentin. Bon, on verra tout à l'heure. Peter Geniskens, souvenez-vous, c'est le monsieur qui avait trouvé les premières météorites tombées au Soudan en 2008. Donc, il avait fait exprès le déplacement depuis San Francisco quand même. Bernard Kiefer, alors je ne saurais pas vous dire qui c'est parmi toutes ces personnes. Sam Laben, donc, qui est le fils de Luc Laben. Alors Luc Laben, pour les spécialistes en météorites, le nom va parler, c'est un marchand de météorites qui tient une boutique sur Paris. Et pour l'anecdote, il est originaire de Saint-Quentin. Et sa mère habite Saint-Quentin. Il y a 2 ans, on a fait une animation au musée des Beaux-Arts, on observait le soleil. Et un après-midi, il n'y avait pas grand monde, il y a une dame qui vient nous voir et qui se présente. « Bonjour, je suis la mère de Luc Laben. » Et du regard, je voyais qu'elle me testait. Je fais Luc Laben, marchand de météorites. Oui, c'est ça. J'avais réussi le test. Donc, on a quand même des sommités, hein, sur Saint-Quentin. Luc Laben. Donc, Loïs Leblanc-Rapp qui est ici. Michael Leblanc, donc son père, alors si je ne me trompe pas, c'est le monsieur qui est ici. Géraldine Rapp, donc la mère de Loïs. Dominique Richard. Asma Steinhauser, donc, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Jean-Philippe Usan et Pierre Vernaza. Oui, c'est vrai.
Tout à fait. Donc, quand même, une belle équipe qui mêle à la fois des amateurs, des astrophysiciens, donc vraiment des sommités, puis de simples quidam. Et donc, le lendemain de cette découverte, il y a eu un superbe reportage sur TF1. Alors souvent, les reportages sur l'astronomie dans les journaux télé, c'est oula, ils racontent beaucoup de bêtises. Il y a encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un reportage sur LCI qui était passé. Alors, pour montrer au télescope la nébuleuse d'Orion, ils ont mis une image de la galaxie d'Andromède. C'est des objets hyper classiques pour l'astronomie amateur, donc là, on voit que le journaliste était un vrai branquignol. Mais là, le reportage qu'il y a eu sur TF1, merveilleux. Il montre tout. Il montre le terrain, il montre comment la recherche a été faite. Donc je vais vous le passer si vous le voulez bien. Donc un petit reportage, mais super bien fait. Je ne pouvais pas ne pas vous le diffuser parce qu'il est superbement bien fait. Superbe comme reportage. Il n'y a pas d'erreur. Il montre tout, comment on recherche des météorites sur le terrain. Ayant déjà participé à des recherches sur le terrain de météorites, bon, sans trouvailles, mais on voit l'ambiance. On est sur le terrain tout plat, on avance, c'est superbe. Donc, une fois la première découverte faite, il y a eu beaucoup d'émulation, puisque ça encourage les gens à venir sur le terrain. Donc, la première équipe, ils étaient qu'une petite quinzaine, et là, on s'approchait du week-end. Donc, là, il y a eu des battues organisées. Donc, il y a des gens dans les villages, il y a 50 personnes qui sont venues d'un coup. Donc les recherches se sont poursuivies les jours suivants avec plus de participants. Donc dans une bonne ambiance quand même. On voit, c'est scientifique, mais les gens s'amusent. Et puis bon, c'est pas très fatigant. Il suffit de marcher en ligne tout doucement en regardant où on marche. Et voilà quoi. On peut faire de belles balades, on peut discuter avec les gens, on peut faire connaissance. Superbe. On peut rencontrer des astronomes, partager notre goût de la science, c'est vraiment des moments intenses. Et donc, ces battues ont été positifs puisque d'autres fragments ont été trouvés. Et donc, de nombreuses autres petites météorites ont été découvertes. Et alors, ce que je trouve absolument génial, c'est pas mal de ces petits fragments ont été découverts par des enfants. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Bon, que des adultes trouvent des météorites, déjà, c'est génial. Mais alors, quand c'est des enfants, ça va leur faire de super souvenirs à vie quand même. Ils tiennent dans leurs mains un petit morceau de caillou qui vient de l'espace. Ça va être des souvenirs qui vont être, pour eux, ça va être gravé à vie dans leur tête, quoi. Ils pourront dire j'y étais, j'ai trouvé une météorite. Et peut-être que plus tard, ces enfants-là vont se lancer dans des carrières scientifiques. Qui sait? Donc, Vigiciel aussi a poursuivi son travail de vulgarisation, donc rencontre avec les mairies locales pour avoir des contacts, etc. Et donc, voici le Stroonfield, donc le champ de dispersion de la météorite de Saint-Pierre-le-Viger. Donc, comme on peut s'y attendre, les tout petits fragments sont au nord-ouest, et les plus gros fragments, comme le bolide arrivé de là-bas, donc les plus gros fragments, 490 grammes. Donc ici, on a des morceaux de 3 grammes, 7 grammes, donc tout petits. On voit sur les photos d'avant, ça tient vraiment sur le bout d'un doigt. Et puis là, et plus on va vers le sud-est, et plus les morceaux sont gros. Donc le morceau initial, 93 grammes. Morceau ici de 175 grammes, donc ça commence à devenir gros. Ici, au bout du champ de chute, 490 grammes. Bon, c'est pas 490 grammes d'un bloc, c'est plein de petits blocs au sol qui forment une pierre de 490 grammes. Donc ça doit être une météorite de quasiment 500 grammes en percutant le sol qui a éclaté. Donc le plus gros morceau individuel trouvé, c'est le morceau de 175 grammes ici, que je vais vous présenter en photo détaillée ici. Voilà, magnifique. On voit croûte de fusion, on voit l'intérieur de la météorite. C'est caractéristique visuelle d'une météorite. Quand vous trouvez une pierre comme ça avec des bouts arrondis, comme si on va enfoncer des doigts dans de la pâte à modeler et qu'on a une croûte noire très fine et à l'intérieur, la composition est complètement différente de l'extérieur, c'est très certainement une météorite. Donc, météorite de 175 grammes. Alors là, les découvreurs, ils n'ont pas eu à se fouler. Ça a été trouvé sur un cours de tennis. Donc, trouver une pierre comme ça sur un cours de tennis, on sait que ça ne vient pas du cours de tennis. À Fontaine-le-Dain, donc par 2 chasseurs de météorites. Donc là, c'est pas du tout des scientifiques,
c'est du chasseur de météorites qui était là pour faire du pognon. Donc ils étaient américains, Steve Arnold et Roberto Vargas. Donc d'autres fragments ont été trouvés. Regardez, difficulté de trouver des petits fragments au sol. Bon voilà, sur la pelouse c'est évident, c'est une météorite, c'est 52 grammes. Là, trouvé le 24 février, 23 grammes, c'est un simple caillou parmi une motte de terre. On attendait encore 2 semaines que la pluie vienne, c'était enseveli sous la terre. Et là, ça aurait été perdu à tout jamais, ça aurait rouillé, ça aurait été enseveli par les labours. Donc on aurait pu retrouver ce fragment des années plus tard, mais dans un état inexploitable. Donc la météorite trouvée porte le nom du premier lieu où ça a été trouvé, même si tout n'a pas été trouvé à Saint-Pierre-le-Viger. Cette météorite, tous les fragments portent le nom de Saint-Pierre-le-Viger. Donc pour les spécialistes des météorites, on a classé cette météorite dans la famille des chondrites. Ça s'écrit chondrite, mais ça se prononce chondrite. Donc c'est des météorites de pierre. Donc c'est de la pierre avec un petit mélange de fer. Donc classé chondrite L5-6. Alors dans la classification des météorites, dans la classification des chondrites, les chondrites sont classifiés suivant leur teneur en fer. Donc il y a les niveaux L et les niveaux H. Alors L en anglais low, un niveau bas, et H un niveau haut, high. Donc là L5-6, il y a un niveau moyen de fer entre 15-16% de paillettes de fer à l'intérieur de cette roche. Donc masse totale des fragments retrouvés, il y a plus de 30 fragments de cette météorite qui ont été trouvés pour un poids total de 1200 grammes, 1,2 kg. Sachant que la masse d'origine du météorite c'était 1 tonne. Donc il y a quasiment tout qui s'est désintégré dans la haute atmosphère et il y a 1 kg de matière qui est tombée au sol. C'est dire le niveau d'ablation des bolide. Donc comme l'a dit le reportage de TF1, il s'agit de la 3e météorite à être retrouvée après avoir été découverte dans l'espace. Donc c'est la 7e chute observée après la découverte dans l'espace, mais sur ces 7 chutes, il y en a 4 qui ont fini dans l'océan. Là, c'est vraiment la 3e chute de l'histoire, bien documentée, et en plus, elle est tombée en France. Cocorico. Et c'est aussi la 5e météorite normande, puisque la région normande a déjà subi 4 hautes chutes de météorites. Donc, historiquement, nous avons la météorite de Nikkor, donc dans la Manche, tombée le 11 octobre 1750 vers midi. Ça, on le sait parce qu'il y a des paysans qui l'ont vu tomber. Donc, classée chondrite ordinaire, donc une météorite de pierre, avec une masse estimée à plus de 9 kg. Alors, malheureusement pour nous, cette météorite a été perdue depuis 1818. Et pour la petite histoire, elle a été présentée à l'Académie des sciences de Paris par l'abbé Nollet, qui est ici. Deuxième météorite normande, alors là, c'est une chute historique. La météorite de l'Aigle, tous les collectionneurs de météorites connaissent la météorite de l'Aigle dans le monde entier. Chute historique qui a eu lieu le 6 Floréal de l'an 11. Là, on est sous la Révolution française, donc à cette époque-là, en France, c'est le calendrier révolutionnaire. 6 Floréal de l'an 11, donc le 26 avril 1803, donc à l'époque de Napoléon. Chute à 13h, devant des centaines de témoins. Donc chondrite L6, donc quasiment la même composition que la chute de Saint-Pierre-le-Viger. Donc une masse de 37 kg en milliers de fragments. Alors, chute historique, pourquoi? Puisque l'Académie des sciences à l'époque a dépêché un scientifique, donc Jean-Baptiste Biot. Il s'est rendu sur le terrain, interrogé tous les témoins, et grâce à son rapport, qu'il a rendu quelques mois plus tard à l'Académie des sciences, ce rapport est historique puisqu'il a prouvé définitivement que les météorites sont bien des pierres qui viennent de l'espace. Il y avait toujours un petit doute à l'époque, on pensait que les paysans, ils sont pas cultivés, ils divaguent un petit peu, ils voient des pierres qui tombent du ciel, c'est impossible. Bon là, non, en fait, les paysans avaient raison, les météorites tombent bien du ciel. Autre météorite normande, donc la météorite du Teilleul, donc tombée le 14 juillet 1845 à 15h, je parle d'un feu d'artifice. Donc là, c'est une météorite très particulière, donc ce qu'on appelle une achondrite howardite. Donc c'est une météorite de pierre, mais il y a eu une transformation de la pierre. Ça a été fondu dans l'espace. Donc c'est un morceau de protoplanète. Donc pour une masse de 780 grammes, donc petite météorite. Et dernière météorite normande avant la chute de Saint-Pierre-le-Viger, donc Bacqueville, qui a été trouvée. Alors
on ne l'a pas vu tomber celle-là, elle a été trouvée dans le sol le 15 août 1999 par Thierry Tréhour. Donc c'est un chasseur de trésors. Au détecteur de métaux, il a trouvé une pierre qui répondait à l'aimant lors d'une prospection dans un champ, donc une chondrite H6, donc riche en fer, pour une masse de 395 grammes. Mais revenons à 2023 CX1, donc le petit astéroïde tombé sur Terre. Donc on a pu reconstituer son orbite d'origine, donc on sait que c'est un astéroïde géocroiseur de type Apollon, donc avec un périhélie, donc son point d'orbite le plus proche du Soleil, de 0,92 unités astronomiques, donc un peu à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Une aphélie à 2,34 unités astronomiques, donc vraiment entre Mars et Jupiter, ça vient bien de la ceinture d'astéroïdes. Une inclinaison de 3,4 degrés par rapport à l'orbite de la Terre, donc très peu incliné. Il avait une période de 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans, 760 jours. Donc son dernier passage au périhélie a eu lieu le 13 février 2021, donc sans impact. Le prochain aurait lieu le 15 mars 2023, donc un mois après la chute. Donc un astéroïde de type Apollon, donc il y a plusieurs types d'astéroïdes géocroiseurs. Donc il y a les types Apollon, donc le demi-grand axe, donc ces astéroïdes ont des orbites elliptiques. Donc le centre de l'ellipse, le demi-grand axe est supérieur à celui de la Terre, périhélie inférieure à l'aphélie de la Terre. Donc les Apollons sont principalement à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Nous avons les astéroïdes Aton, dont le demi-grand axe est inférieur à celui de la Terre, donc quasiment à l'intérieur de l'orbite de la Terre, mais avec une partie à l'extérieur. Les astéroïdes Amor, qui sont complètement à l'extérieur de l'orbite de la Terre, mais qui s'en approchent de temps en temps. Et enfin, les astéroïdes Atira, qui ont une orbite entièrement située à l'intérieur de celle de la Terre. Donc ceux-là, c'est quasiment une menace pour nous, puisque étant entre le Soleil et nous, on ne les voit pas arriver sur Terre. Bon, je vous rassure, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas de taille conséquente qui puisse provoquer des catastrophes sur Terre. Heureusement pour nous. Alors, en étudiant les témoignages de la chute du février 2023, je me suis aperçu, il y a un joli exemple, il y a une jolie illustration de l'illusion de proximité dans les témoignages de bolides, d'ovnis, etc. Puisque souvent, les témoins, quand ils voient quelque chose de très lumineux, ils interprètent ça comme quelque chose de proche. Là, c'est la personne qui est ici, elle habite entre Angers et Nantes, donc vraiment sur la Loire, à plus de 300 km du lieu de chute de la météorite normande. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Donc, je suis un jeune qui adore l'astronomie et je ne pensais jamais voir un bolide de toute ma vie, etc. Je ne le situe pas, je ne le situe pas à plus de 10 km de ma position. Pourtant, il sait que c'est tombé en Normandie, mais pour lui, le bolide, il a eu lieu au-dessus de la Manche, il est tombé en Normandie, mais pour lui, c'est tombé à 10 km de chez lui. On voit la jolie illustration. Comme c'était brillant, il pense que c'était proche. Bon, je vais revenir au programme Fripon. Donc, le programme Fripon, on a trouvé des météorites, mais les calculs avec les caméras, c'était pas ça. Heureusement, le programme Fripon a su visiblement tirer les leçons de la chute, puisque les caméras non actives ont été mises en service durant l'été 2023. Les hublots ont été nettoyés. La caméra de l'Aisne n'était pas active jusqu'à l'été 2023. Donc le 3 juillet, Laurent Portois a eu le bonheur d'accueillir François Collat, donc de l'Observatoire de Paris, pour mettre enfin en service cette petite caméra. Et j'ai récupéré le hublot de protection pour le voir à la fin de la conférence. Depuis quelques années qu'il est installé, il a pris un peu d'humidité. Il y a des lichens qui ont poussé dessus. Les UV aussi, oui. Donc c'est pour dire que les caméras, c'est pas très gros, mais c'est efficace en temps normal, quand ça marche bien. Donc là, c'est François Collat à côté de la caméra. Donc là, c'est un monsieur que je ne connais pas qui est à côté de la caméra. Donc c'est pour vous montrer la taille des caméras Fripon. Et comme pour donner raison à Fripon, il y a eu un bolide brillant qui a été observé au-dessus du centre de la France le 9 septembre 2023 à 22h13 UTC, donc le 10 septembre à minuit 13 heure légale. Et donc là, on voit que plusieurs caméras ont bien filmé le bolide. On a pu faire des recoupements. Et donc, on sait que ce bolide a eu lieu, qu'il s'est allumé à 80 km d'altitude pour s'éteindre à près de 90 km plus au nord, à seulement 21 km d'altitude, avec une inclinaison d'environ 40 degrés. Donc,
un nouvel espoir de chute de météorites en France, en seulement une année, même pas. Donc, heureusement que Fripon a bien calibré les caméras. Donc, durant la matinée du 12 septembre, donc seulement 2 jours plus tard, les responsables du pôle des étoiles à Nancy, donc c'est un radiotélescope, sont approchés par une habitante de la communauté de communes de Sauldre-et-Sologne qui pense avoir retrouvé des météorites dans sa propriété. Et elle a effectivement raison. Elle a trouvé des pierres bizarres sur sa table de jardin. D'ailleurs, sa table de jardin a été cassée par ces pierres. Et chose extraordinaire, on a le son de la chute. Puisque le son de la chute de la météorite sur la table de jardin a pu être enregistré par la caméra de surveillance de la propriétaire. Je n'ai pas trouvé la vidéo. Normalement, il y a la vidéo qui va avec, mais c'est gardé secret. Mais on a le son. Et ça donne ça. Et les chiens, ouais. À chaque fois que j'écoute cette vidéo, j'ai mes chiens à la maison, tic, les oreilles se dressent. Et donc, là, pareil, météorite rapportée par la propriétaire de la maison, même pas 2 jours après la chute. Donc là, on a pu faire de la science. Donc le 14 septembre, un fragment de 300 grammes est confié pour analyse au département de physique nucléaire et de biophysique de l'université Comenius à Bratislava en Slovaquie. Donc là, il est mis dans un spectromètre gamma, donc là, c'est vraiment l'instrument scientifique ultime, pour mesurer les concentrations de certains noyaux radioactifs très instables, fabriqués par les rayons cosmiques ayant irradié l'astéroïde tout au long de son voyage interplanétaire. Donc tout ça permet de déterminer la position de la météorite dans l'astéroïde d'origine et d'évaluer la taille de ce dernier avant son entrée dans l'atmosphère et la manière dont il s'est fragmenté. C'est pour ça qu'il faut recueillir les météorites le plus vite possible. Grâce à toutes ces données, on peut faire vraiment des reconstitutions scientifiques très précises. Bon, là c'était la partie science. Maintenant, je vais un peu vous parler de la partie chasseurs de météorites mercantile. Donc, les chasseurs de météorites Steve Arnold et Roberto Vargas, voilà, ils se sont pris en photo lors de la découverte du plus gros fragment, donc celui de 175 grammes de Saint-Pierre-et-Uvilliers. Donc là, on voit, les Américains, ils sont très contents, ils font un peu les cons. Donc, malheureusement, donc ce fragment, ils ne voulaient pas le garder pour eux, comme c'est des marchands de météorites, ils vivent de la vente de météorites. Donc, le beau fragment de 175 grammes était destiné à être découpé en une centaine de morceaux, donc pour faire de fines lames, pour être vendu au détail, pour faire encore plus d'argent. Et là, le coup de bol, vraiment le coup de bol pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est que l'entrepreneur et producteur britannique Bill Bungay l'a racheté à prix d'or pour la prêter à vie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, puisque, étant collectionneur de météorites, il ne voulait pas que ça parte dans les mains de n'importe qui. Il a même dit « J'ai acheté cette météorite parce que je veux qu'elle reste intacte. Elle mérite d'être exposée dans le pays où elle est tombée plutôt que d'être vendue à la découpe. » Là, je pense qu'on peut applaudir ce monsieur quand même. Et donc, depuis, elle est prêtée au Muséum d'histoire naturelle pour une durée de 5 ans automatiquement renouvelable. Et maintenant, elle est exposée dans la galerie de minéralogie. Donc, si vous avez l'occasion de visiter le muséum à Paris, vous verrez le fragment de 175 grammes, le fragment initial trouvé, on voit les petits fragments trouvés par les enfants, on voit des photos des battues, donc ça doit être une superbe expo. Donc, répartition des spécimens de cette météorite. Donc, on sait que la masse principale de 175 grammes, donc propriété de Bill Bungay, exposée au muséum de Paris. On a une pierre de 155 grammes plus la première trouvaille de 94 grammes plus en 4 fragments de 61 grammes au Muséum de Paris. 11 autres pierres trouvées par l'équipe Vigiciel, donc 113 grammes au total, attendent une décision des propriétaires des terrains. Donc on ne sait pas si les propriétaires des terrains vont donner leur accord pour que ça soit exposé, s'ils vont avoir un dédommagement, puisque comme l'a dit le reporter de TF1, il n'y a pas vraiment de loi qui existe en France sur les chutes de météorites. Donc il y a un flou juridique total. Il y a un fragment de 5 grammes, une section polie au Muséum de Venise. On a 6 grammes de poudre et de petits fragments au Muséum de Bruxelles. Et le reste, 590 grammes seulement environ, à la vente pour les collectionneurs. Alors, et bien que d'un type très commun, donc une chondrite L6, c'est très commun dans les collections de météorites, les fragments de Saint-Pierre-le-Viger se vendent à prix d'or. Regardez, là, c'est
c'est 15 centièmes de gramme, ça se vend 28 € hein, sur eBay. C'est plus cher que de l'or. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir peu de matière à la vente, seulement 600 grammes pour les collectionneurs du monde entier, la météorite a une histoire détaillée. C'est même la chute de météorite la mieux documentée de l'histoire. Donc comme c'est très cher, malheureusement je ne vous en ai pas ramené ce soir de Saint-Pierre-le-Vigier. Par contre je vous ai ramené 2 petites météorites du même type que Saint-Pierre-le-Vigier qu'on pourra voir après la conférence. Et ça nous amène en 2024, donc une nouvelle chute probable de météorites en France. Le 9 janvier 2024, au soir, il y a une chute probable de météorites, petite météorite entre 50 et 200 grammes dans les Ardennes, tout proche d'ici. Donc une battue a été organisée le 14 janvier dans le village de Liard, quasiment à la limite avec le département de l'Aisne, sans résultat. Et je sais que Eric, qui est ici, a été partant pour... Oui, on a tous reçu le mail, oui. Oui, il y avait du verglas, c'était juste avant les chutes de neige du mois de janvier. Mais Eric aurait pu participer. Ouais. Et moi, si je n'avais pas mes enfants qui étaient si jeunes, j'y serais bien allé aussi sur le terrain. En tout cas, ça a été une super aventure pour les habitants du coin. Ils ont pu rencontrer des scientifiques. Il y avait un superbe article qui est paru il n'y a pas longtemps sur le site de Vigiciel, qui raconte toute l'histoire. Même s'il n'y a pas eu de découverte, c'est quand même un super moment de partage scientifique avec les habitants. Et quelques jours plus tard, le 20 janvier 2024, 20h48 UTC, donc Christian Zarneski, tiens, le voilà, notre fameux astronome hongrois qui a déjà découvert 2 astéroïdes juste avant leur chute sur Terre, il récidive une nouvelle fois, puisque 8e astéroïde découvert juste avant sa chute sur Terre, 3e pour Christian Zarneski, c'est un bon lui, hein, il va falloir le garder. Oula. Ah, c'est carrément la même. Non, c'est pas X-Files, hein, c'est... Donc, il découvre l'astéroïde SAR 2736 ou 2024 BX1. Donc, un astéroïde avec un diamètre compris entre 80 cm et 1,4 m de diamètre, c'est vraiment petit. Hein. Donc, 3 heures seulement avant son impact dans l'atmosphère près de Berlin, qui a eu lieu le 21 janvier à minuit 33 UTC. Et donc, voilà une vidéo de la chute de ce bolide. Magnifique vidéo. Là, on voit que belle fragmentation, on voit un beau rémanent de traînée. Donc, vu comment ça s'est enflammé dans le ciel avec tout plein de petits fragments, au début on pensait que ça était complètement désintégré en l'air. Donc avec une chute estimée de petits fragments dans le secteur du village de Riebeck, à 100 km à l'ouest de Berlin. Donc il y a quelques chasseurs de météorites qui se sont rendus sur place, dont une équipe de chasseurs polonais. Donc le 25 janvier 2024, découverte des premiers fragments par l'équipe de Philippe Samuel Nicodème. Et donc une météorite assez particulière puisque la structure montre que ce n'est pas une simple météorite de pierre, c'est un type rare de météorite, ce qu'on appelle une aubrite. Donc c'est une achondrite à enstatite, à vos souhaits. Donc c'est un type très particulier de météorite, donc un morceau vraiment de protoplanète. Et donc sur la photo d'après, qui va-t-on retrouver? Notre chasseur de météorites international, donc Peter Geniskens, qui s'est allié avec une équipe du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. Ils ont fait des recherches sur le terrain et ils ont trouvé, pareil, des petits fragments de cette météorite. Donc encore une belle aventure scientifique. Et donc juste avant de vous quitter, là, on parlait d'astéroïdes Apollon, etc. À mort, on a les astéroïdes géocroiseurs. Donc on va se faire une petite frayeur, puisqu'on a... entre guillemets, une presque chute annoncée dans quelques années d'astéroïdes. Donc le vendredi 13 avril, ça porte malheur. Non, ça va porter bonheur. J'espère qu'il fera beau. Donc le vendredi 13 avril 2029, c'est dans 5 ans, mais on peut déjà commencer à en parler. Donc à 21h46 UTC, donc 23h46 heure de Paris, passage de l'astéroïde Apophis. Alors là, c'est du costaud. Hein. C'est pas du petit astéroïde d'1 mètre de diamètre. 450 mètres de long, ah oui, c'est plus grand que la Tour Eiffel, sur 170 mètres de large. Hein, celui-là, il ne faut pas se le prendre sur le coin du nez, il peut faire mal. Donc, il va passer à seulement 31 600 km de la surface de la Terre, donc plus proche que les satellites géostationnaires. Et je vous rassure tout de suite, aucun danger de collision. On connaît très bien son orbite, on sait où il va passer et on sait qu'il ne menace pas la Terre pour au moins les 100 années à venir. Et là, j'espère qu'il fera beau. Pourquoi? Parce que
Alors là, ça va être, ça va être l'événement d'une vie pour les astronomes amateurs que nous sommes, puisque le passage de cet astéroïde va être visible à l'œil nu. On va le voir à l'œil nu, hein, ce point défiler parmi les étoiles, magnitude de 3,1, donc vraiment la luminosité d'une étoile moyenne, et idéalement placé pour les observateurs européens, africains et ouest asiatiques. Donc là, il y a vraiment intérêt à faire beau, et là, je pense que vu les médias, comment ils vont bombarder d'informations les gens à ce moment-là, on va faire une soirée d'observation spéciale. C'est quasiment obligé. On a un rôle à jouer en tant qu'astronome amateur. Il va falloir montrer ce passage d'astéroïde aux gens. Ça va être encore plus fort qu'une éclipse de soleil. Même si on ne verra qu'un simple point lumineux dans le ciel, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un astéroïde passer, on va même le voir se déplacer à l'œil nu. C'est ça qui est fou. Oui, il va y avoir quelques sondes envoyées aussi d'ici là. Ouais. Mais non, vu du sol, ça va être une sacrée expérience parce qu'un astéroïde visible à l'œil nu qu'on voit passer, j'ai déjà, il y a quelques années, observé au télescope un astéroïde proche de la Terre, mais qui était visible qu'au télescope, et je le voyais se déplacer parmi les étoiles. Déjà, ça c'est impressionnant. Voir un petit point qui se déplace comme ça et se dire, putain, c'est un rocher, un gros rocher qui passe dans l'espace, qui est tout proche, mais là, on va le voir à l'œil nu. Et surtout, cette approche de la Terre va modifier son orbite. Donc, elle va perturber l'orbite d'Apophis, le faisant passer du type Aton, donc principalement à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Donc là, le point rose, c'est l'astéroïde. Il passe près de la Terre, son orbite est modifiée et chut, il va quasiment sortir de l'orbite de la Terre. Il va se transformer en un astéroïde géocroiseur de type Apollon. Donc la période orbitale d'Apophis va passer de 323 jours à 423 jours. Hein, vraiment une modification de 100 jours. Hein, modification gravitationnelle. Hein. Ça se voit très bien ici. Hein. L'astéroïde, il ne va plus en ligne droite. Hein. Il va même passer près de la Lune. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.